vous êtes artiste, créateur de contenu, vous faites de l'information culturelle, politique, sportive, de toutes sortes. Et vous avez des audiences sur les réseaux sociaux qui n'ont pas à rougir des médias traditionnels toulousains. Et je pense qu'on a une véritable problématique qui se pose aujourd'hui à l'échelle nationale, à savoir la concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires qui ont un projet politique, pour la plupart d'entre eux, un projet d'extrême droite. Et donc, avec les difficultés à développer nos idées sans être dans un champ de bataille permanent. Et de la même manière, il est anormal que dans la troisième ville de France, il y ait si peu de médias d'actualité politique ou en tout cas de débats politiques. Si vous regardez, il y a la Dépêche du Midi. Sur les 2 dernières années, il y a quasiment 85% d'articles consacrés à M. Moudenc et la politique qu'il met en place et seulement 15% à l'opposition. Donc dans le traitement aussi de ce qu'on peut proposer comme alternative à la ville et le fait que les Toulousaines et Toulousains soient au courant, c'est problématique. Il y a Actu Toulouse qui est lu en ligne, nous semble-t-il pas mal, qui a le mérite de faire des articles équilibrés pour le coup. Et puis il y a des journaux intéressants mais qui sont malheureusement, et sans leur enlever toute leur qualité, qui sont assez restreints en termes d'audience. Le Journal Toulousain, Médiacité et l'Opinion Indépendante par exemple. On souffre d'un manque en fait de levier ou de réseau pour faire passer les idées politiques et avoir du débat politique dans la ville. Et c'est anormal parce qu'on est dans la troisième ville de France, il y a énormément d'enjeux qui se posent et il a fallu attendre aujourd'hui, c'est-à-dire 8 jours avant le premier tour, pour qu'il y ait un premier débat qui soit organisé en 6 ans entre les différentes forces politiques locales. Donc on a un problème démocratique qui se pose aussi à Toulouse. Parce qu'un débat, donc ça arrive une semaine avant les élections, c'est mieux que rien, mais on part quand même de loin. Il y en aura un second lundi organisé par France 3. J'ai oublié, il y a ici Occitanie et France 3, mais qui, comme beaucoup d'organes publics, souffrent en fait de baisses budgétaires qui ne leur permettent plus en fait de faire des débats ou d'organiser des choses et autres. Donc pour nous, il y a un véritable enjeu à ce que vous puissiez poser vos questions, à ce que vous puissiez intervenir dans l'espace public et à ce qu'on se mette à disposition de ça pour répondre aux problématiques qui vous importent et qui sont celles, je pense, d'une grande majorité des Toulousaines et des Toulousains, particulièrement jeunes quand je vois la salle, mais ça tombe bien puisqu'on veut remettre la jeunesse au centre du jeu à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'on organise ce moment-là et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et d'accepter cet échange que l'on va avoir. Je sais que dans le programme sport, il y avait l'accessibilité au sport pour les femmes, notamment dans les infrastructures. Et je sais que le but, c'est de rendre le sport beaucoup plus accessible aux femmes. Mais je voulais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour le rendre plus accessible aux femmes. Les infrastructures, est-ce que ça veut dire faire des créneaux spéciaux femmes, que ce soit dans les gymnases ou peut-être potentiellement aussi dans les piscines. Je trouve ça assez sympa. Donc, je voulais en savoir un peu plus sur ça, parce que c'est tout ce que je représente, le sport féminin. Et voilà. Anissa se fait le relais aussi de questions qu'on a pu avoir là-dessus et qui sont légitimes sur l'accès au sport de manière générale dans la ville. Et c'est vrai qu'il y a une problématique particulière pour l'accès au sport des femmes. Il y a des études qui ont été menées et qui montrent que... il y a un sport aujourd'hui qui est très genré, l'accès au sport c'est assez genré et ça concerne toutes les tranches d'âge. Donc nous, il y a vraiment la volonté de mettre en avant le sport féminin, déjà en publicisant ce qui existe, c'est-à-dire les clubs sportifs qui font du sport féminin à tous les niveaux. Par exemple, on a le TFC, je prends celui-là parce que je suis supporter du TFC, mais qui est en Ligue 2 et qui est sur le point de monter en Ligue 1. Et personne ne le sait, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas de communication autour du TFC féminin, alors que ça devrait être une équipe qui devrait être un des fleurons de la ville comme d'autres. Je prends cet exemple-là pour partir du haut, mais qui me semble intéressant et on veut le faire pour toutes les disciplines sportives. Ensuite, on veut rendre accessible le sport. Notamment, on va lancer, ça je le donne un petit peu en avant-première, le fait que la municipalité paye les premières licences sportives des enfants.
dans les écoles maternelles et élémentaires, c'est-à-dire entre 3 et 12 ans à peu près, pour permettre l'accès au sport, puisque beaucoup de licences sont onéreuses. Et comme le gouvernement est revenu ces derniers temps sur le passeport, ou en tout cas ne dit pas comment il va le financer, nous on va s'engager à pallier ça. Alors ce sera sur critères sociaux évidemment, selon les revenus. On veut mettre aussi en place des cours de sport gratuits dans les gymnases et dans les parcs, puisque vous savez, on a l'objectif d'avoir un plan grand parc comme celui de la Sépierre que vous avez derrière, ici, et où il y a des équipements sportifs qui sont prévus à intégrer. La piscine, je pense que c'est important que tout le monde sache nager à Toulouse, et puis faire en sorte que justement ces cours de sport gratuits soient inclusifs, c'est-à-dire qu'ils soient réservés à des publics qui soient éloignés de l'activité sportive. Ça vaut pour les femmes, mais ça vaut aussi pour les personnes âgées ou pour les personnes à mobilité réduite notamment. Donc voilà, après sur les horaires de piscine, on n'a pas tranché la question, mais c'est quelque chose qui pourrait être mis à l'étude. Alors bonjour, merci pour l'invitation. Aujourd'hui à Toulouse, beaucoup de personnes en situation de handicap disent qu'elles doivent encore adapter leur vie à la ville, au lieu que la ville s'adapte à elles, comme certains le reprochent, notamment avec la politique municipale actuelle depuis les 2 derniers mandats. Si vous devenez maire, qu'est-ce qui changera concrètement dans leur quotidien ? Alors, sur la question de l'inclusivité des personnes en situation de handicap, nous, on le voit par plusieurs biais. Déjà, il y a la question de l'accession au logement, puisque beaucoup de logements ne sont pas adaptés, par exemple, aux personnes qui sont dites à mobilité réduite, comme on dit. Donc, on veut que les nouveaux logements qu'on construit le soient tous, en fait. Parce que c'est aussi quelque chose qui se joue à travers l'âge. On n'a pas la même mobilité à 20 ans qu'on l'aura à 70 ans, par exemple. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on réfléchisse. Ensuite, il y a la question de la mobilité dans la ville à travers l'urbanisme. Et ça veut dire penser la ville pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas que les personnes en situation de handicap, c'est aussi les familles. Quand vous avez une poussette à Toulouse, par exemple, c'est voilà, un témoignage. C'est horrible pour circuler. Et puis même quand vous avez des enfants, en fait, il faut toujours veiller à ce qu'ils soient sur le trottoir ou alors qu'ils n'aillent pas sur la piste cyclable qui n'est pas sécurisée, etc., etc. Et il y a la question de la mobilité. Donc on veut mettre davantage en place de mobibus comme ils existent, c'est-à-dire des bus qui soient spécifiques pour les personnes en situation de handicap ou les personnes en tout cas qui ont des problèmes de mobilité. Et puis mettre à plat le PAV, je vérifiais comment ça s'appelait, c'est le plan de mise en accessibilité de la voirie. Donc ça veut dire repenser en fait la voirie à l'échelle de la ville. Moi, je voulais vous faire réagir sur la fermeture du BBB Centre d'Art récemment. Et je voulais avoir un petit peu votre avis et voir un peu ce qui va être mis en place pour les tiers-lieux culturels sur Toulouse suite à ça. Oui. Alors nous, on a soutenu le BBB Centre d'Art depuis longtemps, notamment ma collègue Anne Stambach Terre Noire, parce que c'est sur sa circonscription en particulier, mais aussi Agathe Roby en tant que conseillère municipale et métropolitaine. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut davantage de lieux de création culturelle à Toulouse. En fait, je ne dirais même pas davantage, c'est qu'il n'y en a quasiment pas aujourd'hui. Donc il faut qu'il y en ait beaucoup plus qui soient mis en place. Et c'est pour ça on s'est opposé à la destruction de Mix Art Miris, notamment. Mais on ne le dit pas juste, je tiens à le dire dans le propos. Nous, notre vision de la culture, c'est pas juste dire ouais, on veut plus, je sais pas moi, de concerts, d'expositions, etc. Bon, ça c'est bien, mais c'est le sens qu'on met à la culture derrière. Nous, on pense qu'il faut davantage de culture à Toulouse parce que ça joue un rôle de sociabilité, c'est-à-dire de lien humain entre les gens. Et ça joue aussi un rôle politique dans un moment où on est face à une montée du fascisme, notamment. Et je pense que la culture, ça doit aider justement à décloisonner, à s'ouvrir l'esprit, à rencontrer les autres, à accepter les différences et à pas faire en sorte que ce soit quelque chose de clivant ou autre. Donc c'est pour ça qu'on a mis la gomme dans le programme sur la question de la culture. Et il y aura donc des lieux d'expression et de création culturelle avec aussi, moi, quelque chose auquel je tiens, c'est que dans les appels d'offres de la municipalité de la métropole, les artistes doivent être payés. C'est-à-dire les appels d'offres, comme j'ai pu voir sur des palissades de métro, où en fait on paye juste les pots de peinture,
C'est pas ça en fait. Je veux dire, être artiste, c'est faire une œuvre, ça mérite d'être payé en retour. Je dis pas qu'on va payer 5 000 euros, enfin je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais payer correctement les gens et considérer les personnes qui sont dans la culture comme des travailleuses et des travailleurs de la culture, et donc à ce titre qu'ils méritent un revenu par rapport à ce qu'on leur demande là-dessus. Donc voilà pour la réponse sur ce sujet-là précisément. Est-ce que toi, en tant que maire, tu arrives à la mairie, est-ce que tu peux sauver des lieux comme Mixart Myris qui sont... c'est intéressant ce que tu viens de dire, tu dis, voilà, nous on veut pas se battre juste pour plus d'expos, et c'est vrai qu'il y a des enjeux qui vont beaucoup plus loin. Là tu parlais de rémunération, etc. Mixart Myris, c'était un lieu qui permettait à des artistes précaires de mettre en commun l'outil de production, d'avoir accès à du matos pour le son, les artistes plasticiens, le théâtre, etc., etc. Est-ce que toi, concrètement, demain, en tant que maire, tu peux alimenter des dynamiques qui vont dans ce sens-là, des lieux voilà, sachant que Mixart Myris a été vachement instrumentalisé sur la question des normes pour pouvoir être fermé, je crois. Enfin voilà, c'est toujours le même scénario. Alors nous, on a un des fondateurs de Mixart Myris qui est Joël Lécussant, qui est sur la liste, donc qui porte aussi cette histoire-là. Et comme tu l'as dit, Mixart Myris a été fermé par la municipalité. Maintenant, si les gens qui sont actifs dedans veulent recréer Mixart Myris, moi je suis ouvert à ce qu'on voit toutes les possibilités pour le rouvrir, que ce soit sur le lieu si c'est possible ou ailleurs. Peut-être qu'eux aussi ils veulent d'autres initiatives parce qu'ils sont passés à autre chose. Mais en tout cas, des lieux comme celui-ci que tu as décrit, moi je suis pour qu'il y en ait beaucoup à Toulouse en fait. Je ne veux pas qu'un Mixart Myris. Je pense que des Mixart Myris, il en faut quasiment dans tous les grands secteurs de la ville, pas dans chaque quartier, parce qu'on ne pourra peut-être pas au niveau du foncier et autres, mais au moins qu'on en ait une dizaine dans la ville d'ici 2026. Je rebondis sur le truc de payer les artistes, Oui. payer les gens de la culture globalement. Le problème aussi qu'il y a globalement, c'est que faire des entrées, on va dire payantes, ou faire de la culture pour pouvoir payer des artistes au cachet, ça revient extrêmement cher. Et il y a aussi tout ce débat de est-ce qu'on essaie de faire la culture accessible, mais du coup on paye moins les artistes, et si on fait de la culture pour bien payer les artistes, du coup ça rend moins accessible à certaines personnes. Est-ce que dans vos projets et dans vos actions que vous souhaitez mettre en place, du coup il y aurait un système d'aide, d'aide ou d'action en tout cas, qui permettrait à des petites assos toulousaines ou pas, ou même de se faire de mieux payer en fait chaque acteur de la culture, comme vous dites? Oui. Bon, ça c'est un choix politique et budgétaire qu'on fait. C'est-à-dire moi j'estime, enfin moi c'est toute la liste, demain Toulouse, on estime qu'on doit mettre des budgets importants sur la question de la culture, du sport aussi et des structures éducatives de manière générale. Donc on va faire en sorte que déjà il y ait des critères d'attribution des subventions qui soient transparentes, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui fait que ça crée des jalousies, ça crée on ne sait pas pourquoi un tel il a eu tant et moi j'ai rien eu. Et puis après, pour faire des demandes de subventions, souvent, surtout dans les petites structures, c'est la galère, parce que ça prend un temps fou, on n'est pas sûr que ça aboutisse, et en plus il faut renouveler tous les ans. Donc nous on veut passer à un système de subvention où il y ait la transparence, où les petites structures elles puissent être aidées pour faire leurs demandes, et surtout que ces demandes elles soient sur 3 ans. C'est-à-dire si vous êtes subventionné, si vous avez une aide, c'est sur 3 ans. Après, il y a un contrôle de la municipalité sur toutes les associations, c'est normal, mais ce n'est pas d'une année sur l'autre, sans savoir si l'année prochaine, je vais pouvoir vivre de l'activité que j'ai proposée ou pérenniser cette activité-là. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire au niveau de la municipalité. Après, au niveau national, parce que ça se joue aussi là-dessus, moi, j'ai mes collègues parlementaires, notamment Sarah Legrain, Adrien Clouet, qui travaillent sur les statuts des travailleuses et des travailleurs de la culture. Et donc faire en sorte qu'il y ait des rémunérations qui soient dignes de ce nom. Mais à notre échelle municipale, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. On sait que Toulouse regorge de créateurs, créatrices, artistes-auteurs, que ce soit sur l'audiovisuel, sur le côté du spectacle vivant, le milieu artistique en général, l'événementiel. Comment on insuffle, de la part du pouvoir public, un nouvel élan justement là-dessus, quand on voit que tout semble s'effondrer, et surtout quelle place aussi on donne aux personnes qui vont par exemple être issus de la société civile, ou alors des associations,
pour justement qu'on travaille main dans la main ensemble et qu'on n'ait pas un pouvoir public qui prenne le lead, qui ne nous concerne pas. Voilà, quelle est ta posture là-dessus pour toi et ta liste? Merci. Nous, on pense que, j'en parlais un petit peu au début, que Toulouse, c'est la 3e ville de France, mais à tous les niveaux, elle joue le maintien, si je peux faire une allégorie footballistique. C'est un peu comme le TFC, quoi. On joue le maintien alors qu'on devrait jouer la Champions League. Et que c'est pareil au niveau de la culture. Il y a des collectifs, il y a des artistes, il y a des associations, il y a tout à Toulouse pour en fait en faire une ville qui, j'aime pas cette expression, mais on dit comme ça, qui rayonne au niveau national et même international. Alors, on a la meilleure école de manga d'Europe. Qui le sait ici? Personne. Personne. Si, il y en avait un, il le savait. Mais on a des super écoles de danse urbaine. Peu de gens le savent. L'historique aussi qui est grand là-dessus, notamment dans le hip-hop et autres. On a au niveau des festivals de cinéma, on en a plein. Le seul grand festival de musique actuel qu'on ait, c'est même pas à Toulouse. C'est au Mythe. C'est parce que Big Flo et Oli ont décidé d'impulser ça. Et merci à eux. Mais c'est pas normal qu'à Toulouse, on n'ait pas un grand festival de musique actuel, par exemple. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment faire en sorte qu'à la fin du mandat, en 2032, eh bien, les gens ils se disent « Ah ouais, Toulouse, c'est le stade toulousain, c'est chez Tonton, ok, c'est Airbus. Ah ouais, c'est la culture quand même. » Franchement, c'est comme les villes, vous voyez, qui sont un peu hype pour aller faire des expos et tout, comme Lyon, Marseille. Bah, moi, je veux qu'on soit au même niveau. Mais je veux qu'on soit au même niveau sans être dans un truc de culture bling-bling, juste. Mais dans un truc où toute la ville aura tiré pour se dire, en fait, il y a des événements et des initiatives culturelles partout. Donc ça veut dire créer les lieux où on puisse le faire. Ça veut dire, là on parlait du statut des artistes, ça c'est important aussi. Ça veut dire que la municipalité, ce qu'elle peut faire, c'est mettre la gomme au niveau de la communication sur des initiatives. Nous, on a le programme 15 festivals dans 15 quartiers. Ça veut dire, il y a des quartiers, parce que Toulouse c'est très grand, où il n'y a pas d'événements culturels, où il n'y a pas d'équipement culturel. Là, par exemple, on va peut-être faire un festival de manga avec l'école de manga. Peut-être qu'on va faire un festival de la danse urbaine avec les écoles de danse. Peut-être qu'on va faire un festival, je sais pas, de street art. Street art à Toulouse. Il n'y a pas une rue du street art. Enfin, si, il y a la rue d'Arnaud Bernard, mais ce n'est pas une rue dédiée par la collectivité, par exemple. On a une histoire du street art à Toulouse qu'on ne met pas du tout en avant, qui n'est pas mise en avant. Il n'y a pas assez d'immeubles, il n'y a pas assez de lieux où la municipalité est proactive là-dessus. Donc vraiment, moi je pense que la culture, j'ai parlé du fond de pourquoi on voulait la mettre en avant, politique, ouverture à l'autre, lieu de sociabilité, mais aussi parce que c'est quelque chose qui peut faire que Toulouse, elle donne à voir autre chose qu'elle ne donne à voir encore aujourd'hui. Et François, permets-moi de te demander s'il fallait résumer en 1 minute avec une action concrète, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place dans ce travail sur la culture en local. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Moi, je viens de l'audiovisuel, je suis créateur de contenu, je suis aussi élu pour 4 ans à la Société civile des auteurs multimédia, donc c'est à Paris, on est un peu un mini-ministère de l'audiovisuel, on agit sur le répertoire du réel, les documentaires, tout ça, donc on est en lien avec les grosses structures, les grands diffuseurs, les producteurs, certes. Aujourd'hui, moi je trouve qu'on a une action, nous, à mener auprès de la SCAM dans le fait de pouvoir développer des annexes à leurs bureaux, à leurs locaux, pour ouvrir la capacité à ceux qui n'ont pas les moyens, aux artistes modestes, des lieux de tournage avec du bon matériel, des lieux de fédération. Petit shout-out aussi au Mixart évidemment qui était un peu dans cette veine-là. Comment, avec Demain Toulouse à la municipalité, on fait des choses ensemble, tous ensemble? Nous, on veut faire des états généraux de la culture, c'est-à-dire qu'on met tous les acteurs culturels ensemble avec la municipalité. On voit les besoins, on voit les réflexions, les demandes, les suggestions. Après, on a un programme qui est sur l'humain d'abord, la planification écologique, la lutte contre le fascisme. Et donc, on va axer aussi des initiatives culturelles en fonction de ça, forcément. Mais ce n'est pas incompatible, loin de là, c'est complémentaire. Donc nous, notre but, ce n'est pas de faire les choses seuls et puis ça arrive de manière verticale comme ça. Parce que déjà, on n'a pas toutes les bonnes idées. Souvent, les bonnes idées, je les ai eues en rencontrant des gens qui étaient dans les domaines spécifiques. Donc on va faire des états généraux de la culture et puis lancer les initiatives dont je t'ai parlé. Et notamment, je le dis, par exemple, 15 festivals dans 15 quartiers, ce n'est pas forcément des gros festivals. Je veux dire, c'est des festivals qui peuvent être faits avec des petites structures.
C'est pas, on va pas mettre un rose festival dans chaque quartier, on n'aura pas les moyens de toute façon. Mais ça peut être avec des petites structures, mais ça peut être aussi avec des grandes structures qui ne demandent que ça. Par exemple, la production audiovisuelle d'animés. On a été visiter TAT, donc moi je savais que ça existait. Je suis quand même candidat à la mairie, je sais que ça existe. Mais je ne savais pas que c'était les plus grosses productions d'animés qui se vendaient dans le monde. Parce qu'il n'y a rien de la municipalité, par exemple, qui le met en avant. Pourquoi on n'a pas un festival de cinéma de plein air l'été où TAT présente ses animés et puis des plus petits réalisateurs peuvent présenter aussi. Donc ça, c'est des idées qu'on peut avoir et qu'on a à partir du moment où on a des échanges avec les acteurs culturels. J'ai été à une réunion d'information de la mairie, c'était en novembre ou octobre dernier, qui concernait les open air. Et en fait, du coup, on a un problème à Toulouse, et même sans les open air, ça concerne aussi les lieux, les bars, les lieux de spectacle qui ont des problèmes avec de voisinage et qui du coup se retrouvent avec des plaintes, avec du coup de l'argent, bref. Comment solutionner, faire en sorte qu'il y ait de la culture qui existe, mais sans embêter les voisins. Je pense aussi là-dessus, il y a des usages qui ont changé, mais ils ont changé parce que la place a été laissée, on va dire, à une certaine frilosité, à ce qu'il y ait des événements culturels bruyants tard le soir. Vous savez, Rio Loco, les riverains, il y a des riverains qui se plaignent chaque année de Rio Loco. Hein. Donc, soit on fait pas Rio Loco, soit on n'écoute que ces riverains-là. Après, moi, je pense qu'il y a des demi-mesures. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on veut être en pointe de la culture, puis dire à 22h, fermez tout, quoi. Bon, c'est pas possible. Donc, il y a des lieux, déjà, qu'il faut cibler, que souvent connaissent les structures. Vous parliez d'open air, il y a ce qui se passe près du skatepark, notamment du canal du Midi. Mais nous, on veut par exemple que l'esplanade du Stadium de Toulouse, elle accueille, et ça a déjà été le cas, des festivals musicaux, notamment, parce que c'est un endroit où peut y avoir du son, sans que ça dérange des voisins à proximité. Il y a d'autres endroits comme ça, où à mon avis, c'est possible en journée, où il faut regarder tard le soir, à cibler, mais souvent les structures, elles vont les connaître, elles vont nous les flécher. Ça, c'est pour ce qui est dehors. Et moi, je pense qu'il y a un travail de médiation à faire avec les riverains avant qu'il y ait l'événement, mais que ça ne me semble pas fou si c'est une soirée, je sais pas, par trimestre, ou que c'est 3 soirs par an. En fait, c'est pas énorme à accepter et tout le monde peut l'entendre et le comprendre. Et je pense qu'il y a des riverains, ils seront très contents d'avoir des concerts en bas de chez eux, en fait, aussi. Après, il y a la question des salles, qui est une vraie question, puisqu'on a eu le cas de l'Écluse, notamment, qui a dû, le Flashback Café maintenant, qui a dû réduire son volume horaire. Et là-dessus, c'est pareil, il faut que la municipalité, elle fasse de la planification urbaine. Donc, soit on crée des salles de toutes pièces, soit on utilise des salles qui sont déjà existantes et qui parfois sont sous-exploitées. Je pense notamment au Théâtre des Mazades. Voilà, mais ça demande peut-être de faire en sorte de faire des travaux d'isolation. Mais il faut qu'on crée des salles de concert et qui ne soient pas forcément des grandes salles, mais des salles intermédiaires de 200, 300 places, 150 places même, qui puissent être utilisables. Mais ça fait partie des équipements qu'on veut flécher dans le cadre de notre projet de planification urbaine. Du coup, moi, ma question, c'est par rapport à la Tour Occitanie. Il me semble que vous êtes plutôt contre. Oui. Mais du coup, je me demandais si du coup, ce projet va quand même avoir lieu, puisque ça a été voté. Normalement, elle arrivera d'ici 2029, si j'ai bien compris, ou le début des travaux, je ne sais plus. On ne sait pas, mais ouais. Bon, à voir. Ouais. Ouais, normalement, ça devrait arriver. Est-ce que ce ne serait pas judicieux de justement cet espace qui va rayonner malgré tout nationalement, d'inclure un lieu social et culturel, alors que normalement, c'est un lieu qui va être genre hôtel 5 étoiles, etc. Moi, sur la Tour d'Occitanie, c'est simple. Le promoteur, il s'appelle Philippe Journeau. Le projet, il est né comment? J'aime bien restituer parce que ça donne la vision de la ville de M. Moudinque. En 2016, M. Moudinque, il allait au marché des promoteurs immobiliers. Ça s'appelle le MIPIM, c'est à Cannes. Là-bas, il a dit, oui, j'ai un grand projet pour la ville, je vais faire l'Occitanie Tower. Parce qu'au début, ça s'appelait l'Occitanie Tower. Hein. Je vous assure, allez regarder les articles de presse, c'est l'Occitanie Tower. Puis après, il y en a, ils ont dû lui dire, ouais, ça fait un peu too much. Bon, allez, on va dire Tour d'Occitanie. OK. Il a topé avec la compagnie de Phalsbourg, donc Monsieur Journeau. Alors, Monsieur Journeau, je vous invite à aller voir ses interviews dans la Dépêche, c'est à chaque fois pépite. Il insulte les Toulousains, en fait. Il dit, ouais, Toulouse, c'est une ville
c'est une ville moyenne, elle n'est pas dans la course à la mondialisation. Moi, je vais à Dubaï, je vais ceci, je vais cela. Il y a des grandes tours, il vous faut une grande tour. Nous, dès le début, on a dit il y a plusieurs problèmes à cette tour. Un, il y a la question écologique, parce que c'est une tour qui va consommer énormément selon les plans qui ont été préfigurés. Deux, il y a un hôtel Hilton, mais il n'y a pas de logement public. Ils ont fait une dérogation au plan local d'urbanisme. 3, il y a je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés de zones commerciales qui font faire concurrence aux petits commerces aussi. 4, il y a des milliers de mètres carrés de bureaux, alors qu'on a 220 000 mètres carrés de bureaux qui sont vacants à Toulouse. Donc, nous, on a dit qu'on était contre. Et ce qu'on fera, c'est que moi, je vais convoquer monsieur Journeau, comme ça, je vais passer un bon moment. Et je vais lui dire, maintenant, il y a 2 solutions. Soit vous revoyez le projet avec nous, et il peut y avoir effectivement des espaces pour l'ESS, pour la culture, pour d'autres choses. Il faut voir ce qui est faisable, les besoins du quartier. Soit votre projet, il n'aura pas lieu. Et moi, je ferai tout pour qu'il n'ait pas lieu et vous n'aurez aucune aide d'aménagement autour de votre projet. Donc voilà, parce qu'à un moment, il faut trancher, quoi. C'est pas juste on fait de l'accompagnement de monsieur Journeau avec son délire de tour, etc. Moi, je fais pas de la politique pour ça, en tout cas. Donc les choses seront posées comme ça. Mais ça pose aussi la question des bureaux vides. Parce que comme on a 220 000 m² de bureaux vacants, c'est aussi une question. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'allais convoquer. Alors convoquer, c'est pas genre ils vont venir dans le bureau, ils vont se faire matraquer, mais on va leur écrire à tous les propriétaires qui sont des sociétés financières des bureaux vacants et leur dire maintenant vous faites quoi? Bon, si vous avez un projet, dites-nous quel est le projet, il faut que ce soit à court terme. Vous n'avez pas de projet, on va vous en proposer. Donc ça peut être pour des TPE-PME, ça peut être des lieux de création artistique, ça peut être, comme c'est des bureaux, c'est pas propre à l'habitation, donc au pire c'est de l'hébergement temporaire, mais ça peut pas être de l'habitation comme ça. Et s'ils répondent pas, s'ils veulent pas, à un moment je vais prendre un arrêté de réquisition en fait. Parce que c'est pas normal qu'on ait tous ces immeubles vides et qui servent à rien. Et en plus, il y a plein, alors là on parle de culture, mais ça vaut aussi, je parlais des TPE-PME qui cherchent aussi des locaux ou d'autres associations de manière diverse, quoi. Il y a beaucoup de lieux vacants et beaucoup d'artistes et de créatifs à Toulouse. Et moi je voulais savoir qu'est-ce que vous seriez prêt à mettre en place pour ces personnes, pour ces artistes. Est-ce que vous êtes prêt à mettre en place des lieux qui permettraient à ces artistes de pouvoir faire de l'art, quoi. Un peu comme à l'image du 59 rue de Rivoli à Paris. On veut créer davantage de lieux de création artistique, mais aussi de résidence artistique. Et notamment, j'en ai pas parlé, mais par exemple, les écoles, on veut que ce soit des lieux qui soient ouverts sur la société. C'est-à-dire aussi où il y ait des interactions avec les artistes. Donc ça, c'est une compétence de la municipalité. Par exemple, que les écoles, je sais pas, elles soient décorées, qu'il y ait des ateliers artistiques avec les équipes pédagogiques et les enfants. Et c'est aussi une manière, on parlait de la rémunération des artistes, mais d'assurer le fait que la municipalité, elle contribue à ça. Ça ne veut pas dire qu'à elle seule, elle va pouvoir rémunérer des artistes, etc. Mais on a une réflexion qui est en cours sur la création d'un nouveau service public de la jeunesse. Et vous savez qu'à Paris, par exemple, il y a des enseignants dédiés aux arts dans les écoles élémentaires. C'est-à-dire vous passez un concours, etc. et vous êtes un enseignant ou une enseignante dédié à la question des arts. Alors je ne sais pas si on appelle ça art plastique, j'ai plus la terminologie. Mais c'est aussi quelque chose qu'on est en train de réfléchir. Voilà, pour que la sensibilité à la culture, elle soit pour toutes et tous dès le plus jeune âge. Okay. Et du coup aussi au niveau de l'espace public, c'est quoi la place qu'on pourrait du coup apporter aux artistes vu que là aujourd'hui il n'y a pas tant de choses qui sont proposées et ouais, de faire des sortes de concepts comme ça dans la ville qui mettent vraiment en avant la culture toulousaine auprès des artistes qui ne sont pas forcément reconnus mais qui en tout cas qui veulent avoir une place dans leur ville, quoi. Oui, mais là je pense que c'est la question déjà des espaces qu'on laisse aux artistes. Donc nous on est pour en laisser au maximum. Et on pense que les artistes, ils doivent jouer, ils doivent être aussi des agents, entre guillemets, de la sociabilisation, c'est-à-dire des lieux de sociabilité. Nous, on pense qu'il faut qu'on crée davantage de lieux où on tisse du lien humain. D'ailleurs, on a fait une grande réunion qui s'appelait Toulouse, ville d'écologie et d'amitié. Et on a mis amitié exprès,
Parce qu'aujourd'hui, il y a une personne sur 4 qui est dans la solitude, enfin qui se sent seule. Et donc, on pense qu'il y a des endroits qu'on doit ouvrir, des jardins des voisins, les cantines de quartier, les ressourceries de quartier, et aussi des lieux de création artistique, ou en tout cas, pas forcément d'ailleurs, on peut ne pas être artiste, mais avoir un accès à un atelier d'un domaine artistique sans avoir pour autant une prétention artistique propre, mais juste pour le loisir. Donc ça, on veut vraiment le développer énormément. Moi, je pense qu'on a la chance d'avoir un compte Instagram, par exemple, de la mairie de Toulouse, qui est très suivi. Il y a beaucoup d'abonnés. J'ai vu, il y a 300-400 000 abonnés. Et sur TikTok, je n'ai pas regardé à combien on est d'abonnés sur la mairie de Toulouse. Mais à un moment, il faut que la municipalité, en termes de communication, bon, il y a les panneaux d'affichage, il faut le faire, mais il y a aussi en fait les réseaux sociaux. C'est sur les projets artistiques mentionnés, sur les réseaux sociaux, c'est vrai, moi j'ai rien vu passer. Donc si j'étais pas dans le quartier pour voir que ça existait, je sais pas. Donc nous on veut vraiment axer la communication aussi via ce médium-là, pour faire connaître ce qui se passe et faire connaître aussi les artistes toulousains. Moi je pense que c'est le rôle des réseaux sociaux de la mairie de Toulouse. Parce qu'à un moment on peut dire regardez, on a tel artiste dans telle discipline. Et parce qu'on sait qu'ils sont en manque de moyens de communication, on va leur donner un coup de pouce en disant ça existe, il y a telle initiative, etc. quoi. L'initiative de nous parler à nous, c'est très bien et tout, c'est trop cool parce que du coup, nous on est sûrement aussi à petite échelle, mais en tout cas on fait vivre la ville comme ça. Mais il y a aussi des gros acteurs qui sont déjà en place et qui bougeront pas, et ce qui est normal. Mais par exemple, moi je pense qu'au niveau de l'humour, parce que moi je suis humoriste et donc j'organise du stand-up sur Toulouse, et je le vois que le plus gros festival d'humour qu'on a à Toulouse actuellement, c'est le Printemps du Rire, qui est très bien dans l'idée, mais qui programme très peu d'artistes, voire pas du tout d'artistes toulousains. Ils ont plus une méthode de s'associer à des dates qui existent déjà. Moi, par exemple, je m'associe avec eux sur des dates existantes, ce que je fais notamment au Flashback Café. Mais ils ont, dans leur programmation, globalement, depuis au moins 3-4 ans, pas du tout d'artistes toulousains, même pas des artistes émergents sur des premières parties ou des trucs comme ça. Est-ce que, musical, le Rose Festival quand même commence à se bouger et a fait, par rapport à la première année, par exemple, des scènes ouvertes. Est-ce qu'il y aurait aussi des actions menées sur des acteurs et sur des projets déjà en place pour aussi les inciter à aller vers aussi plus de la culture toulousaine, des acteurs culturels toulousains? Les événements culturels qui seront aidés par la municipalité, en fait, ce sera une obligation qu'il y ait des acteurs et des actrices culturelles toulousaines et toulousains. Moi, je le dis, franchement, faire venir des Parisiens, des Parisiennes, c'est sympa, mais j'ai pas besoin. En fait, je suis à Toulouse, j'ai pas besoin. Je les fais venir à la rigueur parce que vraiment, etc., on me dit c'est lié à un projet artistique en lien avec Toulouse. Mais j'ai envie de dire, je vais dire un truc un peu Toulouse d'abord. En fait, en matière de culture, Toulouse d'abord. Parce qu'on a assez, et il y a déjà assez d'artistes comme ça qui ont des difficultés à être exposés, à être mis en avant. Et le rôle de la ville, c'est de les faire connaître pour que justement à Paris, on ait envie de les faire venir. Donc les événements culturels, mais pas que culturels, sur d'autres sujets, qui n'intègrent pas des acteurs locaux, vous allez chercher des aides ailleurs. Parce que tu vois, notamment sur l'humour, en tout cas, globalement, la grosse question, nous, qu'on a humoristes, c'est qu'il n'y a pas de vrai comédie club actuellement à Toulouse, notamment, comme il y a à Paris, à Bordeaux, à Montpellier, il y en a 3 par exemple, alors que c'est une ville plus petite, quoi. Mais nous, on sait qu'on redoute un peu l'arrivée de notamment la ligne entre Toulouse et Bordeaux qui fera aussi après Toulouse. C'est bon, t'as le temps. Ouais, j'ai le temps, bien sûr. Mais donc du coup, on sait que très bien que ça sera une ville qui va être après ciblée par aussi des acteurs parisiens et même des grosses entreprises, etc. Et nous, on aimerait bien mettre en place des actions directement. Tant avant que justement pas les grands méchants, parce que c'est terrible de dire les grands méchants, mais arrivent et du coup ça s'approprie une ville qui est déjà la nôtre depuis un moment, quoi. Mais tu vois, par exemple, tu me parles de ça, dans 15 festivals, dans 15 quartiers, il peut y avoir un festival dédié en fait au stand-up. Bien sûr. C'est pas parce qu'il y a le Printemps du Rire qui existe qu'on va pas faire autre chose à côté et avec des acteurs locaux, etc., quoi. Et notamment, pardon, je suis désolé, mais à côté de ça, on voit que, bon, c'est dans le Gers, donc c'est à côté, mais les Forêts Gascons, qui est un peu l'équivalent,
qui est plus petit, mais faire l'effort de prendre aussi plus d'artistes toulousains et locaux à les mettre en place et à les mettre en valeur, plus que le Printemps du Rire qui est eux-mêmes à Toulouse, quoi. Sur la culture, on a d'autres personnes qui font vivre la culture, notamment dans les musées et les monuments, les agents du service public. Alors on sait que la politique nationale détruit le service public aujourd'hui, mais également si la municipalité de Moudinque y participe grandement. On a aujourd'hui donc des agents qui surveillent ou ils sont à la caisse dans les musées et les monuments, qui travaillent dans des conditions extrêmement précaires. Ils peuvent se trouver en travailleurs isolés ou encore à la grave des fois, l'hiver à moins de 3 degrés pendant toute la journée. Donc est-ce que vous avez des solutions ou en tout cas vous êtes réfléchi au sujet des agents de service public? Sur les agents municipaux, les en agents l'occurrence. municipaux, oui. Oui, alors merci d'avoir rappelé qu'il y a un budget, que ce qui se passe à Toulouse est aussi lié à ce qui se passe nationalement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire oh, on n'a plus de médiathèque, oh, il manque des postes d'enseignants dans les écoles et en même temps voter des budgets qui prévoient 2,5 milliards d'euros de coupes pour les collectivités et 4000 postes d'enseignants en moins. Parce qu'après, forcément, pour le coup, ça ruisselle vraiment dans la Macronie. Donc ça arrive et boum, ça nous arrive dessus. Donc il faut qu'il y ait déjà un gouvernement qui soit proactif sur la défense du service public de manière générale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, je regrette qu'il ait trouvé des alliés, y compris avec les socialistes, pour voter ce genre de choses. Après, sur la question des agents municipaux, on va justement bientôt avoir une expression là-dessus. Il y a à peu près 15 000 agents entre la ville et la métropole et qui ont été particulièrement maltraités sous les années Moudinque, notamment avec des réformes comme Proxima et autres. Donc nous, on a vraiment à cœur que en fait, le lien de confiance il renaisse avec les agents, qu'ils soient revalorisés pour les métiers les plus pénibles et que les bâtiments dans lesquels ils évoluent soient aussi des bâtiments qui fassent partie de la rénovation thermique qu'on veut mettre en place. Et on va créer une journée des essentiels à Toulouse. On parlait de qu'est-ce qu'on ne met pas assez en avant. Moi, je trouve que les agents municipaux ne les mettent pas assez en avant. Si je demande là à quelqu'un, est-ce qu'il peut me dire tous les services qui sont liés à la municipalité, dans lesquels il y a des agents, tout le monde, y compris moi, on va avoir la difficulté à trouver tout. Et je pense qu'il faut les mettre en avant, que ce soit les ATSEM, les éboueurs, mais les personnels aussi qui travaillent dans les bureaux et autres. Et donc, on va créer une journée des essentiels où leur profession, leur activité dans la ville sera mise en avant. Et pareil, on va utiliser les moyens de communication des réseaux sociaux pour faire connaître leur métier, en fait. Dire, par exemple, Denis qui travaille à la voirie, son métier c'est ça, il se lève à telle heure, il fait ça, il rend tel service, donc il est essentiel pour ça. J'ai une copine qui est à ESH, dans la même école, et il y a 4 enfants qui a besoin d'elle. Donc c'est 4 demi-journées où elle est un peu là, un peu là, un peu là. Mais ça veut dire que quand elle est là, elle n'est pas avec l'autre. Et je pense qu'il y a un manque de recrutement là-dessus. Et on veut savoir qu'est-ce que tu comptes faire pour ça. Alors, sur les AESH, ce n'est pas une compétence de la mairie. C'est-à-dire que leur statut, il se joue à l'échelle nationale. Et elle a bien raison de pointer ça parce que c'est un métier totalement ingrat et pourtant essentiel pour plein d'enfants. Et d'ailleurs, il manque plein d'AESH dans plein d'écoles toulousaines. Nous, on a les ATSEM, on a le personnel périscolaire, les animateurs, animatrices d'ALAE. Et c'est quelque chose qu'on veut, enfin les ATSEM et les animateurs et animatrices, qu'on veut revaloriser totalement, notamment revoir l'emploi du temps des animateurs et animatrices. Parce que beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont été, voilà, tu connais les horaires ingrats. Et justement, on aimerait qu'il y ait des emplois du temps. Souvent, c'est des jeunes qui ont les études en même temps, ou pas. Mais ceux qui veulent faire ce métier à temps plein, il faut qu'ils puissent le faire à temps plein, mais avec des bonnes conditions de travail. Et ceux qui veulent faire des études en même temps, c'est la même chose. Et les artistes qui veulent être en même temps, pourquoi pas, animateurs, animatrices à la haie, exactement la même. Et nous, on a un programme éducatif qui est ambitieux, avec le fait aussi qu'on veut un personnel éducatif formé devant chaque classe. C'est-à-dire, comme on a les problèmes d'absence de professeurs devant les classes, et c'est du ressort du ministère et pas du ressort de la municipalité, on veut au moins pallier le fait qu'il y ait un agent du périscolaire, donc animatrice, animateur ou ATSEM qui soit en classe, pas pour remplacer le prof, parce que ça c'est un métier, mais en tout cas pour être présent. Et on va présenter mardi notre programme sur service public de la jeunesse qui parlera aussi de cette question-là.
est-ce que si toi, du coup, tu es à la mairie, est-ce qu'il y aura un suivi peut-être plus rigoureux et plus transparent à donner au public toulousain? Donc, est-ce que vous prévoyez, vous, avec Thalys, de pouvoir vraiment faire un suivi pour transmettre aussi aux gens, pour expliquer comment sont utilisées les subventions? Oui, pour te répondre, quand on parlait de critères de transparence sur les critères de subvention, c'est des critères qu'on va fixer, notamment sur le domaine culturel, après les assises de la culture. Parce qu'on veut aussi que les critères ils soient le plus collectivement possible définis. Voilà. Pourquoi on donne tant, pourquoi on donne, sur quel projet, quels critères on met en place. Nous, on dira, voilà, on a été élu sur tel programme, donc cet item-là, c'est important, celui-là aussi. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui viendront, notamment on parlait de favoriser les acteurs toulousains, c'est un critère. Et ensuite, ça sera public. C'est-à-dire on dira, c'est ces critères-là qui régissent le fait qu'on donne des subventions à des associations culturelles. Et de la même manière, que ce soit en open source ou dans les délibérations du conseil municipal, on peut voir quelle subvention est donnée à quelle structure. Donc ça aussi, c'est public et ça restera évidemment public. Ce qui changera, c'est que contrairement à M. Alves, on aura une comptabilité rigoureuse de ce qui est donné aux associations et de ce qu'elles font de l'argent avec les ce qu'elles font de l'argent. Donc il y aura des contrôles, comme ce sera tous les 3 ans une subvention. Il y aura un contrôle peut-être une fois par an pour aller voir l'activité de l'association, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que le projet pour lequel elle a reçu de l'argent est mis en œuvre, est-ce qu'elle a besoin de plus, parce que ça peut exister. Est-ce qu'on donne plus? Ça, c'est à nous de jauger en fonction des critères, de la pertinence du projet qui a peut-être évolué. Peut-être même quelqu'un dira j'ai besoin de moins. Bon, ça existe moins souvent, mais on ne sait jamais. Voilà, donc il y aura un contrôle des associations et une sorte d'accueil ou en tout cas de service public qui permet aux petites structures d'avoir de l'aide pour monter les premiers dossiers de subvention. Quelle garantie on pourra avoir sur justement le vote en fait des budgets, puisque les votes des budgets pour la culture, initialement, si je ne me trompe pas, c'est voté du coup d'abord, j'ai envie de dire nationalement en haut, et c'est ensuite du coup redistribué sur les collectivités territoriales, par la région, le département. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être sûr que si vous accédez à la mairie, on aura plus de moyens que maintenant? En fait, nous, on a un budget à la municipalité entre 800 et 900 millions d'euros. Voilà. Donc dans ce budget, on fait des choix, notamment qui seront faits en dehors du contexte national actuel, de sanctuariser les aides aux associations culturelles, éducatives, sportives. Ça, on l'a acté, on l'a chiffré dans le programme et ça ne bougera pas. Et bien sûr, on va essayer d'abonder, c'est-à-dire de donner des aides supplémentaires après avoir fait les assises de la culture, mais il y a aussi les états généraux du sport, etc., aux structures qui en ont besoin sur les critères qu'on aura définis ensemble. Après, ce qui est sûr, c'est que le contexte budgétaire n'aide pas, mais nous, il y a jusqu'à 2027 à tenir, parce que le but, c'est qu'en 2027, on fait de la politique pour ça, pour y croire. On a un gouvernement de gauche de rupture qui soit au pouvoir et qui soit du coup très aidant là-dessus. Mais il y a un enjeu par rapport à 2027, c'est que si l'extrême droite arrive au pouvoir, à Toulouse, il va falloir des gens qui tiennent tête, parce qu'on est la 3e ville de France. Donc il y a un enjeu supplémentaire, je dirais, à cette élection municipale, étant donné le contexte. Et qui tiennent tête aussi dans le fait de dire que la culture, c'est important. Et qu'on ne va pas laisser les acteurs culturels de côté parce que vous comprenez l'austérité, etc. Vous avez parlé rapidement de Proxima. Oui. Et j'avais une petite question dessus. Je sais qu'il y a des agents qui ont ont été affectés à d'autres secteurs et qui se retrouvent dans un espèce d'entre-deux où ils sont un peu perdus et complètement laissés pour compte dans cette histoire. Donc je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce sujet-là, s'ils vont être peut-être affectés à des secteurs qui étaient de base. En fait, il y a, avec Proxima, vous l'avez bien décrit, la problématique. Et maintenant, il y a 2 enjeux. C'est que beaucoup d'agents, ils disent on n'a pas envie que ça rebouge de A à Z. C'est-à-dire d'être déplacé des lieux où on travaille, des collègues avec lesquels on a appris à travailler. Donc nous, on veut faire un audit de Proxima. Ce qui ne marche pas, le modifier. Ce qui marche, on le conserve. Mais ça doit se faire pareil. Il faut qu'on ait un dialogue avec les syndicats. On a commencé à l'avoir avant les élections. Et moi, ce que je ferai en tant que maire, un de mes engagements, c'est que je vais être élu maire le 22 mars. Donc le temps d'installation du conseil municipal, etc., de mettre les équipes en place.
à partir de mai, juin, je vais aller dans chaque service municipal où il y a des agents municipaux. Une demi-journée avec les adjoints qui seront en charge de ces services pour voir les agents, discuter avec eux, voir comment ça fonctionne et se faire une petite idée. Bien sûr, en une demi-journée, on ne peut pas avoir tous les détails du fonctionnement d'un service, mais avoir une petite idée. Et parce que je pense aussi que c'est le rôle, quand on est maire, quand on a des milliers d'agents en responsabilité, que c'est le rôle du maire d'aller voir ce qui se passe et d'écouter les agents. Les derniers Jeux Olympiques, il y a eu un nouveau sport, c'était tout ce qui était skate et tout ça. Malheureusement, il y a très peu de structures pour accueillir ces nouveaux sports populaires, urbains. Est-ce que demain, quand tu seras maire, tu vas proposer des espaces pour pouvoir faire ces sports urbains, notamment dans les quartiers populaires? Parce que nous, on est souvent associés au foot et à la boxe, bon, tant mieux pour moi. Mais les sports urbains, ça serait bien aussi d'en avoir dans les quartiers populaires. Sur les sports urbains, on veut mettre à disposition l'esplanade du stadium aussi pour ça. C'est-à-dire pour qu'il puisse y avoir des compétitions de sport urbain. Et après, il faut qu'on planifie sur le territoire quel terrain on prend pour du sport urbain ou d'autres activités sportives d'ailleurs. Et donc sur les quartiers populaires, c'est la même chose qu'ailleurs. C'est-à-dire c'est aux habitants aussi, à travers les coopératives de quartier, de dire s'ils souhaitent tel ou tel événement ou s'ils préfèrent, je sais pas moi, de la danse ou du chant ou du cinéma ou du théâtre ou tout. Voilà. Et ça se décide avec les habitantes et habitants. Et au fait, si on fait confiance aux artistes qui sont avant tout des travailleurs et que tu leur donnes des lieux, et oui, ils vont potentiellement s'auto-organiser, auto-gérer des lieux et puis potentiellement aussi inscrire ça dans la vie d'un quartier et contribuer à alimenter toute la dynamique culturelle toulousaine. Monsieur Moudenc a fui le débat qui était organisé, qui aurait pu être un véritable cas d'exemplarité en fait pour la ville de Toulouse et nous, la jeunesse mobilisée, pour pouvoir vraiment être positionné sur le municipal. Donc j'aimerais beaucoup avoir ta réaction là-dessus. Je sais que vous étiez favorable. On aurait pu faire quelque chose de grand, on aurait pu être diffusé sur YouTube, sur une chaîne suivie par plus de 100 000 personnes et surtout assez suivi aussi par différentes générations. Alors je t'en prie. Bon, je te dirais que c'est habituel que M. Moudenc fuit le débat. Il n'a pas intérêt au débat parce qu'il a un bilan qui est assez calamiteux de mon point de vue. Et puis ça risquerait de montrer les idées politiques pour la ville de ses adversaires. Mais après, ce que tu dis, c'est aussi, moi je salue l'initiative que vous avez eue. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait une conférence de presse ouverte aux nouveaux médias, ce qu'on appelle les nouveaux médias, parce qu'en fait, il y a une responsabilité des médias locaux de ne pas organiser de débat pendant 6 ans en fait, sur la politique municipale. Il n'y a pas eu de débat. Donc, je tiens à préciser d'ailleurs que ça ne demande pas spécialement des milliers et des cents, et surtout, on peut tous le faire, même si on n'a pas une édito politique. Oui, et je pense qu'il manque des médias alternatifs à Toulouse qui fassent vivre le débat politique local, en fait. Et quand je regarde d'autres villes comme Rennes, comme Lyon, comme Marseille, comme Nice, comme Toulon même, il y a davantage de débats là-bas politiques, locaux, qu'à Toulouse, qui est la 3e ville de France. Monsieur Moudenc aurait-il peur des jeunes aussi, peut-être ? Ça, je pense que... Je ne sais pas s'il a peur des jeunes, je ne sais pas s'il connaît les jeunes. Mais voilà, donc ça, je ne sais pas, il faut lui demander. Merci. Peut-être un petit commentaire supplémentaire sur le fait que le mouvement On est prêt a référencé un tas de villes sur leur page qu'ils ont créée à l'occasion qui explique que voilà, telle municipalité ne serait pas tombée dans les mains de la droite ou l'extrême droite si, par exemple, 4500 jeunes auraient voté en 2020, ne serait-ce qu'à Toulouse. 4500, c'est très peu. Est-ce que tu penses que toi, via tes actions, via votre terrain à tous et toutes, vous avez pu mobiliser ces jeunes qui vont peut-être faire la différence? Il y a un chiffre dont on est sûr, c'est que depuis 2024, les dernières élections municipales, il y a 12 000 personnes de moins de 25 ans qui se sont inscrites sur les listes électorales. Et je pense que c'est en grande partie grâce à nos militantes et militants qui ont fait du travail de porte-à-porte, de tractage, de sensibilisation, des vidéos sur les réseaux sociaux pour appeler à la mobilisation. Et puis parce qu'on a su aussi trouver des mesures qui répondaient aux attentes des jeunes. Par exemple, aujourd'hui, je pense que tout le monde est au courant qu'avec nous, ça va être la gratuité des transports pour les moins de 26 ans. Et on est les seuls à le proposer, ce dont je m'étonne un peu d'ailleurs, dans les listes municipales qui se présentent. Quand on est de gauche et responsable et qu'on a face à nous la droite radicalisée ou l'extrême droite, quand on est au second tour, on doit faire l'union.
Et ceux qui sont en charge de faire l'union, c'est ceux qui arrivent en tête. Donc moi, quand je vais arriver en tête le 15 mars, ma responsabilité, c'est de rassembler la gauche. Et donc c'est pour ça que je le dis dès maintenant. Et de la même manière, si jamais M. Briançon est en tête, c'est sa responsabilité de rassembler la gauche. Alors après, il y a des mesures programmatiques qui vont être discutées. Ça dépend du rapport de force du premier tour aussi, de voir si on arrive à se mettre d'accord. Est-ce que M. Briançon, il est pour la gratuité des transports pour les moins de 26 ans? Est-ce qu'il est contre l'A69? Est-ce qu'il est pour les kits de fourniture gratuits pour tous les écoliers? Bon, il y a des mesures convergentes, hein, mais il y a aussi des mesures divergentes qu'il faut traiter. Est-ce qu'il dénonce les budgets d'austérité qui ont été votés par le Parti socialiste? Par exemple, c'est des clarifications qu'on peut demander et qui sont légitimes à demander, mais il faut toujours avoir en tête l'intérêt commun et des Toulousaines et des Toulousains à ce que M. Moudin, que ce soit au revoir, laisse-nous tranquilles et consacre-toi à ton emploi bizarroïde à Bercy. Et comme ça, je pense qu'on peut ouvrir une nouvelle ère. Donc pour moi, la responsabilité, c'est de dire qu'on veut l'union de la gauche et qu'on va faire l'union de la gauche pour battre la droite de M. Moudin, quel que soit le résultat au premier tour. Et en tout cas, aujourd'hui, la meilleure garantie pour qu'elle ait lieu, quand on est de gauche à Toulouse, c'est de voter pour nous pour qu'on soit en tête, puisque avec nous, vous êtes sûr qu'on va la faire. Bon, merci à vous en tout cas. Merci beaucoup des échanges et de votre présence. Et puis, j'espère que la prochaine conférence de presse avec les nouveaux médias, on la fera au Capitole. Voilà. Si je suis maire, je vous promets, en avril ou en mai, on fait une conférence de presse nouveaux médias.